Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier Digital SITL 2020 pour la présentation et le témoignage du groupe Charles-André sur l'intégration des web services API. Nous avons un certain nombre de personnes déjà connectées. Ce qu'on vous propose, c'est de démarrer véritablement la présentation d'ici 2 minutes maximum, le temps que chacun puisse se connecter ou régler ses problématiques de connexion. Propre à ce nouveau format, qui aura sûrement de l'avenir, format digital avec cet atelier à distance. Voilà, donc nous démarrons d'ici 2 petites minutes. Parfait, je vous propose donc de démarrer. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est le partage d'expérience et le témoignage du groupe Charles-André, GCA, bien connu dans le transport, la logistique portuaire, le transport de matières dangereuses, logistique industrielle. Donc, on va centrer ce témoignage actuellement sur l'intégration des API web services de PTV par le groupe Charles-André. Et pour cette présentation, seront en participant Marc Potra, qui est connecté, qui va se présenter, et pour moi-même, Guillaume Malin, je représente PTV depuis 8 ans au sein du groupe PTV Group, expert en solutions optimisation et intégration des web services. Marc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Marc Potra. Au sein du groupe Charles-André, je travaille au sein de la DSI et je suis en charge de l'équipe solutions techniques, donc on va dire qui traite toutes les problématiques d'intégration de logiciels et de développement. Voilà. Voilà, dans ce cadre-là, on a eu à travailler avec PTV et on va vous expliquer ce qu'on a fait en partenariat avec eux. Alors après, quelques rapides explications sur le partenariat du groupe Charles-André et PTV. On va s'attacher à bien détailler les différents cas d'intégration pour lesquels le groupe Charles-André a eu recours aux API et aux web services PTV. Voilà, donc bien s'arrêter sur ces cas qui sont des cas finalement assez communs qu'on retrouve dans un grand nombre de sociétés, quels que soient les secteurs d'activité. On parlera un petit peu aussi des perspectives, c'est-à-dire il y a une intégration qui a été faite aujourd'hui à date, mais dans le cadre du partenariat, comment on se projette, sur quelles nouvelles fonctionnalités on peut partir, sur quelles nouvelles technologies, nouveaux composants éventuellement qui peuvent être intégrés. Et on se gardera un espace de 15-20 minutes environ pour les différentes questions-réponses. Donc, pour le format sur les questions-réponses, vous pouvez poser vos questions par écrit, donc qui seront reprises par les modérateurs et qui seront posées en fin de session d'ici une quarantaine de minutes.
Alors, pour la présentation du groupe, Marc, je vous repasse la parole. D'accord. Ok, donc le groupe Charles-André, donc c'est un groupe de services logistiques qui est plus particulièrement, qui travaille plus particulièrement dans les domaines industriels. Alors historiquement, principalement dans le domaine du transport et de la distribution. Mais ensuite, donc, il y a eu une diversification à la fois dans le domaine de la logistique automobile, c'est-à-dire tout ce qui était transport, mais aussi stockage sur parc et tous les services associés aux véhicules. Donc, installation par exemple d'éléments complémentaires sur des véhicules, voilà, opérations diverses et variées. Et puis opérateur de transport combiné, donc à la fois sur du rail, rail-route et fluvial. De la logistique industrielle avec des entrepôts et puis tout ce qui va avec. Des stations de lavage de containers. Ça, c'est une activité aussi assez spécifique avec beaucoup de contraintes légales et environnementales, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis de la gestion portuaire. Voilà, le groupe Charles-André aujourd'hui, c'est un peu moins de 10 000 collaborateurs, on va dire implantés principalement en Europe et sur plus de 200 implantations. Voilà, donc un groupe qui est assez ancien, hein, puisque il a été créé il y a pratiquement 100 ans, mais qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup diversifié. Voilà, je repasse la parole. Merci, Marc. Alors, au niveau du groupe, donc, vous aviez, Marc, un certain nombre de besoins exprimés, notamment par rapport aux problématiques de transport, hein, que je vais vous laisser détailler et qui ont nécessité la recherche de partenariats pour intégrer des web services et composants. Je vous laisse décrire les principaux besoins. Oui, voilà, donc là, on est vraiment sur le cœur de métier, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, qui est plutôt lié au transport. Et alors avec la spécificité, ou les spécificités du groupe Charles-André, qui est le transport de marchandises en vrac et beaucoup de transport de matières dangereuses, par exemple du carburant ou des produits chimiques. Et puis aussi le transport de véhicules en logistique automobile. Et on verra que bon, moi, ça a certaines particularités pour lesquelles finalement on a eu des besoins spécifiques, donc j'y reviendrai à la fin. Après, simplement pour expliquer un petit peu en termes de système d'information, donc nous utilisons comme la plupart des grands logisticiens des logiciels métiers spécifiques. Alors là, dans le domaine du transport, ça va être des TMS, Transport Management System, qui vont nous permettre de gérer toutes les opérations de transport, chargement, livraison, etc. Alors on en a plusieurs parce qu'on est sur des métiers différents. Soit ça va être un logiciel d'un éditeur qui est intégré dans notre système. Et puis on a aussi fait du développement interne pour le métier de la logistique automobile, par exemple. Nous sommes notre propre éditeur de solutions informatiques. Comme je l'indiquais, il y a des spécificités propres à nos métiers. Bon, bien sûr, le poids lourd, ça, comme je dirais dans beaucoup de domaines du transport, mais aussi tout ce qui est transport de matières dangereuses, avec toutes les problématiques liées à latex, et puis des problématiques de gabarit. Et là, en particulier sur les porte-voitures. Les porte-voitures, ils peuvent nécessiter d'avoir des hauteurs assez importantes et il faut être sûr d'emprunter des routes qui permettent de passer sans perdre la moitié de son chargement en passant sous un pont. Voilà, donc c'est je dirais, l'ensemble de ces métiers et de ces spécificités fait qu'à un moment, la question s'est posée de disposer d'un référentiel cartographique qui soit commun à l'ensemble des applications, hein, des applications métiers, et puis qui puisse intégrer les différentes restrictions dont j'ai parlé, poids, hauteur, largeur, transport de matières dangereuses.
Et à partir de ce référentiel, on souhaitait à la fois faire du géocodage d'adresses, du calcul d'itinéraire, pouvoir avoir une carte aussi, d'un fond de carte éventuellement qui est utilisé par les exploitants, par exemple, pour valider certains trajets. Pouvoir aussi avoir un distancier. On verra l'intérêt du distancier plus tard, mais ça permet entre autres de travailler en amont sur des tarifications, par exemple. Puis de la validation d'adresse aussi, parce qu'on travaille avec nos clients beaucoup en EDI et parfois les adresses fournies sont pas, enfin, nécessitent d'être validées. Voilà. Donc tout ça, ça nous a mené vers le choix d'une solution. Alors c'est peut-être le slide suivant. Ah oui, tout à fait. Donc effectivement, alors le choix a été fait, Marc, en 2010, hein, si ma mémoire est, ma mémoire est juste. Donc c'est un partenariat finalement, enfin déjà une recherche à l'époque qui était assez novatrice, assez pionnière en la matière. L'intégration de web services, il y a une dizaine d'années, on était encore à certains balbutiements, ce qui n'est plus du tout le cas, bien évidemment. Et donc le groupe a retenu l'éditeur PTV. Donc PTV, très rapidement, c'est 40 ans d'existence et d'expérience dans le domaine du poids lourd. Le cœur de métier de PTV, c'est le poids lourd et tout ce qui va graviter autour. Donc derrière, prise en compte des restrictions, optimisation de tournée, affichage de cartes, géocodage également, et bon nombre d'autres fonctionnalités. Le groupe a 21 filiales dans le monde, sur 2 activités principales qui vont être la logistique, qu'on représente aujourd'hui, donc tout ce qui va être acteur au service de nos clients dans le transport et la logistique, et également une partie trafic qui, elle, se base sur un réseau plus urbain, macro, avec l'analyse des flux de personnes, puisque sur la partie logistique, on est plus sur l'analyse des flux de biens et marchandises. Donc on est aujourd'hui 850 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 210 millions d'euros l'année dernière. Ce qu'il faut juste éventuellement retenir, c'est que sur les 850 salariés qui sont répartis dans le monde, on a quasiment la moitié qui sont en recherche et développement. Ça, c'est une stratégie forte voulue par PTV et en tant qu'éditeur de manière générale. On se doit d'être pionnier et up-to-date systématiquement pour rechercher de nouveaux moyens, de nouvelles technologies pour faciliter la mobilité de nos clients, faciliter leur analyse, leur processus. Donc, c'est une part extrêmement importante du chiffre d'affaires qui est consacré en recherche et développement. Alors, pour la partie française, on est 55 salariés, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires répartis sur 3 bureaux basés à la Défense pour le siège et également avec des antennes à Lyon et Strasbourg plutôt pour la partie mobilité. Alors, un de nos objectifs et ce qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, ça peut se résumer dans le texte qui est inscrit, façonner la mobilité de demain avec les API Web Services, avec le nom des produits des API, ce sont les PTV X serveurs. On parle d'API, on parle de Web Services. Donc ici, on est sur des solutions finalement extrêmement légères, qui ont leur intelligence propre, et qui vont s'intégrer. Le mot est important, c'est de l'intégration. On n'est pas sur de l'interface, mais on est bien sur de l'intégration dans les systèmes informatiques, quels qu'ils soient. D'ailleurs, le groupe Charles-André en est un excellent exemple, puisqu'on a plusieurs systèmes d'information qui vont attaquer les mêmes web services et qui auront donc le même niveau et la même couche d'intégration. Ces web services permettent de répondre à un certain nombre de fonctionnalités bien précises. Donc, par exemple, pour faire du géocodage d'adresse de qualité, que ce soit du géocodage classique, de transformation d'une adresse ou plusieurs adresses en longitude et latitude, que ce soit du géocodage inversé aussi, c'est-à-dire qu'on part des longitudes, latitudes et on retrouve une ou plusieurs adresses, vous allez avoir pour le géocodage un moteur X-Server. Pour afficher une carte et personnaliser les affichages de cartes, qui est une fonctionnalité, quand on n'en a pas dans le système d'information, on pense qu'on peut s'en passer. On peut demander à n'importe quel utilisateur qui aujourd'hui dans son propre TMS a une carte, jamais il s'en passerait. Et pour l'affichage de cartes, c'est également un moteur dédié à cela.
on en aura un autre pour le calcul d'itinéraire, et ainsi de suite pour couvrir en fait un certain nombre de fonctionnalités diverses et variées, mais qui vont toutes graviter dans l'univers de la logistique et du transport. Par exemple, l'optimisation de tournée, qui est un sujet majeur qui s'est très nettement développé sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes d'optimisation de tournée. Également, des demandes un petit peu plus techniques sur des calculs de matrice, des calculs de distance. Et enfin, parmi d'autres fonctionnalités, des composants qui nous servent aujourd'hui à établir des secteurs, de la sectorisation, commerciale ou logistique d'ailleurs, de façon à pouvoir, par exemple, prévoir les conséquences de l'implantation d'une flotte de commerciaux ou d'une réorganisation au sein d'une organisation complète. Donc, on adresse différents moteurs, mais qui sont tous basés sur les mêmes technologies et qui peuvent tous s'intégrer pour répondre à des fonctionnalités bien précises. Alors, Marc, je vous repasse la parole. Ok, ouais. Donc, j'ai décrit précédemment donc les besoins qu'on a eus à cette époque-là, hein, et donc on s'est tourné vers PTV qui nous offrait une solution qui semblait être la bonne. Donc, ça s'est traduit par l'intégration, en fait, l'installation des solutions X serveurs de PTV dans notre système d'information et de leur interfaçage avec nos TMS métiers, à la fois le TMS VRAC et le TMS de logistique automobile. Cet interfaçage, il est fait par appel de web service. Alors, sans rentrer dans le détail, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une intégration relativement simple à mettre en œuvre, qui consiste donc à un couplage sous forme d'appel HTTP, donc c'est-à-dire le même protocole que le web, et qui permet donc d'aller rechercher des informations sur ces serveurs pour alimenter un certain nombre de données dans nos TMS. Voilà. Et alors plus particulièrement, ce travail a été fait sur les services Xmap, Xlocate, Xroute. Bon, c'est les noms de code chez PTV, mais ce qui permet concrètement de récupérer de l'affichage cartographique, du géocodage, un géocodage d'adresse par exemple, et puis du calcul d'itinéraire. Voilà. Voilà, donc le choix de la solution dès 2010, je l'indiquais en début de présentation, était un pari, ça pouvait être considéré comme un pari un peu stratégique en termes de stratégie informatique. On va d'ailleurs en reparler sur la suite de la présentation. Donc les XE serveurs sont bien des moteurs, ce ne sont pas des solutions logicielles, ce sont bien uniquement des services, des moteurs qui sont là pour être interrogés par des solutions maîtres. En l'occurrence, les solutions maîtres sont les 2 TMS du groupe. Et donc, ces solutions sont intégrées directement dans l'environnement informatique aujourd'hui du groupe Charles-André. Donc, il y a 2 serveurs dédiés sur lesquels les moteurs XE serveurs et la cartographie sont installés. Ce qui me permet de faire finalement un petit peu la transition pour détailler un tout peu ce qu'on peut avoir en termes de solutions au niveau du groupe et ce qui a été retenu par le groupe Charles-André. Sur la partie basse de ce schéma, vous avez l'offre web service qui reprend finalement essentiellement les fonctionnalités que j'ai présentées 2 slides auparavant, du géocodage, de l'affichage de cartes, du calcul d'itinéraire. C'est ce qu'on a aujourd'hui au sein du groupe et c'est ce qu'on appelle nous chez PTV le socle de base, c'est-à-dire sans lequel vous pouvez difficilement fonctionner. Donc le géocodage étant la source de tout. Pas de données géocodées, donc pas de longitude, pas de latitude, pas d'utilisation de système cartographique possible derrière. Le groupe PTV propose une offre bien plus large que ces API Web Services. Néanmoins, ces API Web Services restent le cœur de la stratégie sur laquelle sont constituées l'intégralité des solutions qui vont être proposées par PTV. Donc, c'est ce qui est également présenté sur la partie haute, la partie logicielle. Donc, la différence principale qu'on va avoir entre des logiciels et des web services, c'est que dans les logiciels, vous allez disposer d'une interface graphique pour manipuler les données à l'intérieur. Lorsque vous êtes dans les API web services, l'interface graphique, c'est votre propre TMS.
vous faites une interrogation d'un web service qui va vous retourner une réponse. Par exemple, je veux géocoder une adresse, j'envoie l'adresse au moteur de géocodage. Le géocodage va me restituer une réponse que je vais intégrer dans mon TMS. C'est ça le principe de base de fonctionnement d'une API, d'un web service, quel que soit le nom qu'on lui donne. Voilà, il faut bien marquer la différence entre une solution logicielle et une solution service. Donc, ce qui a été retenu par le groupe, c'est cette partie-là dès 2010, le géocodage, l'affichage de carte et le calcul d'itinéraire. Calcul d'itinéraire, donc tenant compte d'un certain nombre d'attributs poids lourds. Il y a aujourd'hui, évidemment, dans le grand marché, énormément de calculateurs d'itinéraire, mais quand on fait du poids lourd et de surcroît de la matière dangereuse, cela devient clairement un travail de spécialiste sur lequel PTV s'inscrit depuis l'origine. Marc, je vous repasse la parole pour le premier cas d'utilisation, qui est un cas évidemment assez classique, financier poids lourd, avec la partie matière dangereuse. Voilà, donc ça c'était un. On va voir 3 cas d'utilisation. Le premier, c'est la mise en place d'un distancier. Donc, comment ça se passe? On interroge les services du X-Server avec une matrice en fait de codes postaux. Et on va demander en fait de calculer les distances entre toutes ces possibilités de trajet. Et on stocke le résultat, ce qui nous permet ensuite, ce résultat est utilisé au niveau des TMS pour calculer les trajets, les durées de trajet. Et c'est en particulier utilisé dans les phases amont de préparation des transports et de chiffrage des tarifications. Voilà, donc c'est assez, je dirais, simple en termes de résultats. L'intérêt de ce type de solution, c'est l'information de base, elle est bien centralisée et elle est à jour côté PTV, mais en fait, finalement, on précalcule toutes les possibilités qu'on stocke côté TMS pour pouvoir ensuite y accéder très rapidement sans relancer de calcul. Et puis, pour être sûr qu'il n'y ait pas, au moment où on en a besoin, de problème, par exemple, de connexion ou de temps de réponse un peu long. Voilà sur ce premier cas. Donc là, vous calculez bien les distances, Marc, avec la prise en compte des attributs véhicules, donc la partie poids lourd et les spécificités matières dangereuses, ce qui pour certains itinéraires bien connus des logisticiens peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes si on compare à un calcul d'itinéraire sans tenir compte de ces éléments. Donc ces attributs poids lourds, voilà, on prend souvent nous l'exemple de la partie lyonnaise par exemple. Si vous devez aller du nord de Lyon au sud de Lyon, en poids lourd, avec de la matière dangereuse, vous n'allez pas pouvoir traverser Lyon. Vous allez être obligé de faire le contournement est et vous allez concrètement doubler votre distance et doubler votre temps. Donc la prise en compte de ces éléments, on a fait ici figurer les principaux objets importants pour le groupe Charles-André. Largeur, hauteur, longueur, également le PTAC accepté, particulièrement essentiel lorsqu'on doit emprunter des ponts, par exemple, mais également la partie matière dangereuse. Ce qu'on ne soupçonne pas forcément, c'est que dans ces attributs poids lourds, il y en a beaucoup d'autres qui sont stockés au niveau de la cartographie et que les moteurs vont exploiter. Donc pour la partie profil poids lourd, on utilise et le calcul d'itinéraire, on utilise le moteur PTV Xroute. Dans ces profils poids lourds, vous allez pouvoir gérer d'autres éléments tels que le nombre d'essieux, au-delà de hauteur, longueur, largeur. Vous allez surtout pouvoir personnaliser finalement vos profils de véhicules. Ce qu'il faut éventuellement retenir là-dessus, c'est, on a utilisé le mot profil dans le titre profil poids lourd, c'est le mot profil. Il y a plusieurs types de poids lourds. Donc, on a plusieurs types de profils. Et à l'intérieur de certaines catégories, on a encore des spécificités. Par exemple, et on le voit pour le cas du groupe Charles-André, lorsqu'on transporte des voitures, l'une des spécificités, c'est la hauteur. Le PTAC peut être similaire
à d'autres formats de véhicules, mais la hauteur va être différente et ça aura un impact particulier lorsqu'il va falloir quelle route emprunter, est-ce qu'on peut passer sous un tunnel ou pas, ou sous un pont ou pas. Donc vous pouvez finalement personnaliser vos profils et indiquer que la hauteur de ce véhicule, lorsque vous lancez un calcul d'itinéraire, c'est pas 3,90 m, mais c'est 4,40 m. Ça peut avoir des incidences extrêmement fortes sur le résultat qui est donné. Les moteurs intègrent également, lorsqu'on restitue les calculs, donc on va restituer un itinéraire, une distance, un temps. De base, on peut restituer énormément d'autres choses, telles que les émissions de CO2, ou plus largement les gaz polluants, tels que les coûts de péage également. Et on peut tenir compte, dans le calcul d'itinéraire, de la législation également. Donc, voilà, la prise en compte de la réglementation sociale européenne, si on souhaite l'activer lors du calcul, c'est un souhait émis par l'utilisateur et le moteur ne va répondre qu'au souhait de l'utilisateur. Donc, réglementation sociale européenne, notamment la pause des 15 puis 30 minutes fractionnées au bout de 4h30 de conduite. Donc, la gestion du temps de repos également, mais également la partie réglementation Code du travail, dont l'une des dispositions est la pause obligatoire au bout de 6 heures ininterrompues de travail. Donc, beaucoup de profils disponibles en standard, possibilité de les personnaliser en fonction des besoins. Les PTV X serveurs sont des produits standards qui ont vocation à répondre à une multitude de cas clients avec toutes les spécificités qu'on peut retrouver d'un client à l'autre. Donc, que l'on transporte des voitures, que l'on transporte du vrac, et on le voit d'ailleurs au sein du groupe, les objets, les marchandises transportées ne sont pas les mêmes. Et pourtant, on centralise ces appels sur les mêmes X serveurs. Donc derrière, c'est la personnalisation, c'est ce travail de personnalisation, notamment des profils, qui va être la clé. Marc, je vous rends la parole pour le second cas. Ok. Donc le second cas d'utilisation, c'est la validation des adresses. Donc aujourd'hui, on est connecté avec nos principaux clients via des EDI, donc ce qui veut dire qu'en fait on échange de l'information avec ces clients de manière sous forme de fichiers informatisés et automatisés. Donc on va recevoir par exemple des ordres de transport ou plutôt des demandes de livraison. Donc c'est des fichiers structurés dans lesquels il y a un certain nombre d'informations qui sont codifiées, dont les informations concernant les adresses de livraison, par exemple. Et autant ces informations, elles vont être bien mises dans un champ qui va nous permettre de les retrouver de manière automatique et de les traiter de manière automatique, autant parfois la saisie de départ est une saisie manuelle et du coup la qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Donc là, on utilise les X-serveurs pour valider ces adresses et éventuellement les redresser, les corriger. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on passe toutes les adresses que l'on reçoit comme ça sous forme de fichiers au X-serveur et on lui demande de nous valider si ça correspond à une adresse qui existe, qui est connue. Si c'est une adresse incomplète, éventuellement de la compléter. Et puis on lui demande au passage de nous donner les coordonnées GPS correspondant à cette adresse. Voilà, et donc bah, ça c'est en termes de. Enfin, l'utilité de ça, c'est que ça nous permet d'une part de valider la majorité des adresses qui vont être bonnes et puis de mettre en avant celles qui sont pas bonnes, qui correspondent pas à quelque chose de réel. Donc éventuellement, ensuite, ça nous permet de rappeler le donneur d'ordre pour s'assurer s'il n'y a pas eu une coquille ou éventuellement faire compléter ces adresses. Et puis, l'autre intérêt, c'est que en géocodant, en récupérant une latitude et une longitude pour ces adresses, on va pouvoir ensuite envoyer cette information dans nos véhicules, vu qu'on a une grande partie des véhicules qui est équipée d'informatique embarquée.
Donc en envoyant ces latitudes-longitudes, en fait, ça va permettre au conducteur de lancer une navigation automatique, de récupérer éventuellement un ETA, un temps estimé d'arrivée. Et voilà, donc ça facilite pas mal les choses. Euh, voilà, donc l'intérêt, en effet, c'est améliorer la qualité des adresses et faciliter la navigation. Voilà, bon, c'est des choses aussi qui aujourd'hui peuvent paraître assez standards, mais c'est vrai que à l'époque, c'était pas non pas quelque chose de très utilisé. Effectivement, pour confirmer ce que vous dites, Marc, c'est aujourd'hui devenu standard malgré tout. Le fait que ce soit devenu standard, la problématique reste la même. Donc, vous avez automatisé vos flux, la réception de vos flux via EDI, ce qui implique que vous gérez un grand nombre d'adresses en masse et qu'il faut pouvoir les traiter de façon également industrielle. Donc la récupération des longitudes, latitudes de qualité, il ne s'agit pas juste ici de faire un géocodage et de dire c'est forcément bon. On va le voir juste après, mais les moteurs permettent de donner en fait un critère de qualité aux adresses qui vont être passées dans le moteur de géocodage. Et selon ce critère de qualité, on peut savoir si on a eu une correspondance, par exemple, exacte, seulement partielle, qui pourrait nécessiter un examen ou une validation, ou pas du tout de correspondance si ça nous a envoyé, par exemple, au milieu de l'océan. Donc ces problématiques restent aujourd'hui centrales et sont gérées via notre moteur qui s'appelle Xlocate. Juste sur l'illustration de la diapo, j'ai mis à droite le type d'adresse qu'on peut recevoir lorsqu'on est en saisie manuelle. Vous pouvez avoir des CEDEX, la rue ou l'avenue, en tout cas le type de voie n'est pas renseigné, le code postal peut être faux. Malgré ça, alors, le moteur a réussi à retrouver la correspondance de façon à s'assurer qu'on a bien un bon géocodage, c'est bien là qu'on voulait le mettre, et au passage de redresser l'adresse. Voilà, donc ça c'est un exemple au hasard, mais qui est extrêmement commun tous les jours pour l'intégralité des acteurs de la logistique. En faisant un petit focus sur le géocodage d'adresse, donc on est sur un géocodage soit de masse, soit à l'unité. Tout dépend des utilisations. Si vous êtes sur un réseau de clients relativement fixe et vous avez de temps en temps une nouvelle adresse qui arrive, on peut faire du géocodage à volée. Le client est créé, on le géocode, on conserve les coordonnées dans le TMS et on peut, comme vous l'avez indiqué Marc, derrière les exploiter dans d'autres applications. C'est aussi ça l'intérêt de faire appel au moteur et de centraliser la donnée derrière. Ou dans votre cas, sur de l'EDI, avec des adresses qui bougent potentiellement tout le temps. C'est aussi le cas chez certains expressistes. Où là, la qualité de géocodage et la puissance du moteur va se révéler fondamentale pour diminuer au maximum le nombre d'adresses qui seront à retraiter. Ce qui est important dans cette partie géocodage, là aussi, on ne peut pas tout retenir, mais pour retenir les choses fondamentales, c'est le critère de qualité, le critère de scoring en fait. Lorsque le moteur Xlocate va proposer une ou plusieurs adresses et une ou plusieurs longitudes, latitudes pour une adresse donnée, il va donner un score en face. Plus le score est élevé, plus ça correspond, selon le moteur, à ce qui est présent dans les données cartographiques. Et ce score, il va permettre, par exemple, sur 1 millier d'adresses passées en même temps, de dire j'en ai 900 qui sont au-dessus de 90%, qui est le score. Je sais que mon résultat peut être validé automatiquement. Et donc, en dessous de ce critère de scoring, on peut avoir différentes catégories qui peuvent nécessiter, suivant les cas, un examen. Donc, lorsqu'on met en place un système de géocodage, notamment en masse, on définit bien les critères de scoring de façon à pouvoir automatiser la plus grande partie du flux et bien retraiter les adresses qui le nécessitent. Je vous repasse la parole, Marc, pour le dernier cas d'utilisation. Oui. Alors là, on est sur un cas assez différent, en fait, là où on est plus sur la partie fond cartographique. Donc là, c'est concrètement pour aider à la constitution de tournées, hein, c'est des tournées de livraison. Et en fait, où notre TMS va donc faire son calcul des différentes étapes de tournée. Bon, il prend en compte beaucoup de paramètres métiers. Bon, ça va être déjà minimiser le nombre de kilomètres faits, mais c'est aussi, par exemple,
prendre en compte les horaires d'ouverture des points de livraison, hein, parce que là, en l'occurrence, on va livrer comment dire, dans des magasins. Voilà, donc ça prend en compte un certain nombre de paramètres côté TMS, mais ensuite, la proposition de tournée, on souhaite la faire valider par l'exploitant, par un humain, par quelqu'un qui a quand même l'expérience et qui va quand même détecter un certain nombre de choses et éventuellement adapter en prenant en compte d'autres critères, peut-être de priorité, etc., que va pas pouvoir prendre en compte le logiciel. Et alors donc, pour ça, c'est important, voire c'est absolument nécessaire de pouvoir lui présenter la tournée ou les tournées calculées sur un fond cartographique. Et donc là, c'est le cas, c'est-à-dire que donc le TMS va interroger du coup les serveurs PTV pour récupérer la cartographie qui correspond à ces tournées et les afficher ensuite en mode interactif à l'exploitant qui va pouvoir modifier ou réordonner certains points de livraison. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est aussi utilisé au quotidien, hein, chez nous par l'exploitation on va dire, dans des domaines bien précis pour faciliter l'organisation et valider les tournées de livraison. Merci Marc. Donc pour illustrer encore une fois ce qu'il est possible de faire au-delà de la cartographie, la planification d'itinéraire. Alors je vais commencer par l'aspect cartographique. La cartographie, elle est maintenant, elle fait complètement partie intégrante de notre quotidien. C'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années. Et bien qu'elle fasse désormais partie de notre quotidien en tant que grand public, on a encore un certain nombre de solutions logicielles aujourd'hui qui n'exploitent pas de la cartographie. Et pourtant, la cartographie a énormément de vertus. Si je devais en citer qu'une, là on parlait d'exploitation, d'organisation des tournées. On pourrait presque parler d'optimisation des tournées, ce qui permettra de faire le lien avec la suite. Généralement, on s'appuie sur la connaissance des exploitants qui bien souvent sont là depuis 15 ou 20 ans, qui ont appris le métier et la connaissance des clients au fur et à mesure, et qui ont souvent tout dans la tête. Donc c'est une vraie plus-value, hein, bien entendu, que de bénéficier du savoir-faire de telle personne. Le point le plus compliqué, c'est lorsqu'on doit intégrer un nouveau salarié. Lui, il n'a pas toute cette expertise. Et il ne va pas forcément pouvoir visualiser tout de suite et intégrer toutes ces données nécessaires dans sa tête. Le fait simplement d'avoir un affichage cartographique, ça permet d'avoir tout de suite une mise à niveau et d'avoir des éléments objectifs, factuels, pour juger de la pertinence d'un résultat obtenu. Donc il y a en fait une notion de partage. Tout le monde comprend une carte, quels que soient les niveaux. Tout le monde va pouvoir comprendre une carte du moment qu'elle est présentée correctement et qu'elle correspond à ce qu'on attend d'elle. Donc cette intégration finalement de la cartographie, c'est un facteur clé qu'on positionne en général dans les projets en étape numéro 1. C'est-à-dire avant de démarrer quoi que ce soit, déjà, affichons une carte, rendons une carte belle, productive, efficace, ergonomique, pour aider les exploitants. C'est aussi un fort facteur d'adhésion des exploitants aux différents process, aux différentes solutions lorsqu'on leur met à disposition des cartes claires et lisibles. Voilà, donc derrière, pour la planification d'itinéraire tel qu'on le voyait, on a la possibilité, comme on l'avait dans l'exemple, de faire du vol d'oiseau ou bien entendu par la route. Alors je précise, on est bien dans de l'affichage ici. Pour le calcul d'un niveau, tout se fait par la route. J'ai parlé au départ des attributs poids lourds et de la partie ADR. Bien entendu, on calcule par la route, mais en termes d'affichage, ça peut être parfois plus pratique de faire du vol d'oiseau. Tout est bien calculé par la route. Alors, il nous reste 5 minutes, on est parfaitement dans les temps, donc on va pouvoir passer finalement sur les perspectives du côté du groupe et voir comment on peut répondre à ces perspectives côté TV. Oui, voilà, alors donc, bon, donc la mise en œuvre, hein, telle qu'on l'a décrite, maintenant elle commence à dater un petit peu. À l'époque, bon, c'est vrai que c'était
peut-être assez novateur, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ce vers quoi on s'oriente, c'est passer dans un mode SaaS, c'est-à-dire ou ce qui s'appelle la version web chez PTV, c'est-à-dire plutôt que d'avoir des serveurs X serveurs hébergés dans notre système d'information, en fait, s'appuyer sur des services qui sont accessibles via le web. Bon, alors maintenant, ça devient un peu le standard hein, en 2020. À l'époque, c'était pas le cas. Mais donc aujourd'hui, on réfléchit à ça, en particulier pour faciliter tout ce qui est mise à jour, parce que forcément, mettre à jour des serveurs dans notre système d'information, c'est toujours un peu compliqué. Ça demande du temps, ça demande d'avoir des ressources infra, etc. Donc là, en passant dans un mode hébergé en ligne, bah, c'est beaucoup plus transparent pour nous. Le problème est reporté sur l'éditeur, on va dire. Voilà. Et en plus, bah, on est sûr d'avoir toujours la dernière version stable à jour, que ce soit en termes de fonctionnalité et en termes de mise à jour de la cartographie et de tout ce qui tourne autour de la cartographie. Voilà, donc c'est ce sur quoi nous sommes en discussion actuellement avec PTV. Ouais, tout à fait. Donc votre réflexion s'inscrit dans une tendance de marché hein, que vous avez décrite d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, la partie cloud, personne n'en voulait, ça existait, ça commençait à exister, mais personne n'en voulait. Et progressivement, on a pu observer un virage vers les années 2014-2015, ça a commencé. Voilà, on ne veut plus rien stocker dans nos entreprises d'un point de vue informatique. On passe sur des data centers et on s'ouvre aussi vers le cloud, vers des solutions cloud. Donc là où la sécurité informatique elle est primée au niveau des directions informatiques, ce sont les mêmes personnes qui 4-5 ans après nous poussent, nous en tout cas éditeurs, à proposer des offres SaaS, des offres cloud, où plus rien n'est stocké chez le client et tout est stocké par PTV. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une tendance de marché. On a une offre SaaS hein, qui existe depuis 2013, qui a clairement le vent en poupe hein, par rapport à tout ce qu'on a décrit, qui s'inscrit dans une tendance de marché. L'avenir est là pour les 10 prochaines années. Donc bien entendu, on pousse nous aussi de plus en plus vers une offre SaaS, tout en conservant l'offre on-premise, c'est-à-dire installation directement sur les serveurs clients. Dans certains cas, c'est nécessaire. Par exemple, si un ministère veut travailler avec nous, il y en a un certain nombre qui ont travaillé avec nous, ils veulent utiliser des X serveurs, on ne pourra pas leur offrir du cloud, ils ne vont pas l'accepter. Mais dans la plupart des cas aujourd'hui, le cloud répond parfaitement. Alors, quand on parle de fonctionnalité, ici, en termes d'affichage de cartes, on va pouvoir passer sur des affichages de cartes plus lisibles, plus pertinents aujourd'hui, sans qu'il y ait vraiment une grosse nécessité à développer autour. Les formats carto vont être proposés par PTV, nécessiteront moins de temps d'intégration et toutes les données en fait de la carto peuvent être enrichies. Vous pouvez afficher ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez afficher les segments soumis à du trafic. Voilà. Dans votre système d'information, dans votre TMS, vous avez la carte qui s'affiche et vous avez l'affichage, notamment de ces segments. On le voit aussi sur la carte. Les restrictions poids lourds peuvent être affichées ou retirées. On est maintenant quasiment sur des options finalement. J'affiche ou je n'affiche pas. Un élément fondamental, on pourra éventuellement revenir sur les questions aussi, c'est la prise en compte du trafic, bien entendu. Alors, quand on parle de trafic, j'en parle assez rapidement hein, pour garder le timing. Vous avez deux types de trafic, en fait. Vous avez le trafic temps réel. Hein. Voilà, je pars maintenant et je vais en région parisienne. Je dois arriver d'ici à peu près 2 heures. Là, vous allez tenir compte du trafic réel. Donc, notamment de ce qu'on appelle dans le jargon PTV les incidents trafic et les ralentissements à l'instant T. Mais vous avez un second type de données trafic qui est l'historique trafic. Lorsque vous allez réaliser de la planification, par exemple sur un processus où vous devez planifier les tournées du jour pour le lendemain, vous n'allez pas vous baser sur le temps réel, vous allez vous baser bien entendu sur de l'historique trafic. L'historique trafic étant de dire, le lundi matin, en général à 8 heures, au lieu de rouler sur ce segment de route à 50 km/h avec mon poids lourd, je roulerai à 25 parce qu'il y a beaucoup de trafic et c'est la vitesse qui est constatée.
Donc aujourd'hui, tous nos calculateurs d'itinéraire, nos optimiseurs de tournée tiennent compte de ces deux éléments trafic qui permettent en fait d'avoir des résultats, quels que soient les use cases, beaucoup plus précis en fonction des demandes. Et également le pendant de cette partie trafic et de tous ces calculs, ça peut être la délivrance d'une heure d'arrivée, sous le sigle Estimated Time of Arrival, ETA. Donc on a une API qui nous permet de faire, qui s'appelle Drive and Drive, qui nous permet de faire de l'heure estimée poids lourd. L'heure estimée d'arrivée, tout le monde sait faire. L'heure estimée d'arrivée poids lourd. Là encore, c'est un autre métier. Vous avez les attributs poids lourds. Vous avez la réglementation sociale et le code du travail dont il faut tenir compte. Vous avez aussi les temps d'attente au péage, par exemple, spécifiques au poids lourd si vous devez traverser les frontières. Donc il y a un certain nombre de paramètres spécifiques poids lourd qui font que l'immense majorité des acteurs ne pourra pas délivrer un ETA poids lourd correct. Et nous, ça évidemment, on sait faire dans la mesure où notre cœur de métier, c'est le poids lourd. Donc ici, ce ne sont que des exemples de perspectives, possibles ou pas, qu'on présente à l'ensemble de nos clients, à l'ensemble de nos partenaires. Voilà ce qu'on sait faire. Et si notre partenaire est intéressé par tout ou partie, il va pouvoir étendre sa couverture fonctionnelle sur les composants qu'il a déjà, sur les web services qu'il a déjà, voire aller rechercher de nouveaux composants. Alors, il est 15h47, on n'a pas trop mal tenu le timing. Marc et moi, on souhaitait avant tout déjà vous remercier pour votre attention sur ce format un peu novateur d'atelier SITL. En général, on faisait les ateliers en physique. C'est différent. J'espère qu'on sera en capacité de prolonger ce type d'atelier qui aussi a vocation à faire témoigner sur des cas, finalement, les cas que Marc évoquait sont des cas qu'on retrouve dans énormément de problématiques clients, quels que soient les métiers, du géocodage en masse de qualité, du calcul d'itinéraire poids lourd et un bon affichage de cartes, c'est des choses standards aujourd'hui, mais qu'on retrouve dans toutes les activités. Donc, Marc, merci beaucoup déjà pour d'avoir participé à ce témoignage. Merci à tous pour votre attention et on peut ouvrir la session des questions-réponses. Alors, je vois que il y avait une question qui avait été posée, très bonne question d'ailleurs. Donc, pour revenir sur l'installation des X serveurs et l'utilisation de ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire dans l'environnement client ou en cloud. Donc, aujourd'hui, PTV propose les deux. Donc, on a certains types de clients qui voudront conserver les solutions au plus proche de leur serveur et qui voudront donc garder les X serveurs installés chez eux. Dans ces cas-là, donc l'installation qui est très simple, hein, elle est réalisée par le client avec assistance de PTV. On forme le client pour qu'il soit complètement autonome sur la gestion de ces X serveurs, puisque c'est dans son environnement derrière. Donc, c'est le client qui en assure la maintenance. Et PTV propose chaque année les mises à jour de ces produits, la mise à jour cartographique. Lorsqu'on est sur une solution cloud, on bénéficie déjà, avec un accès web, d'une solution installée par PTV, maintenue par PTV, maintenue et à jour, soit sur le plan des composants, d'avoir les dernières versions, les dernières fonctionnalités, ou de la carte, d'avoir les dernières cartes en date. Donc là, c'est PTV, comme le disait Marc, hein, d'ailleurs, la charge est plutôt reportée sur l'éditeur, mais l'éditeur a aussi, bien entendu, des avantages à fonctionner de cette manière-là, puisqu'il il a la garantie que les installations et les utilisations vont toutes être dans un cadre standard parfaitement maîtrisé. Donc aujourd'hui, on a les deux. Et pour répondre à la dernière partie de la question, comment assurer la mise à jour des cartes et des adresses si c'est sur le réseau interne? Donc PTV délivre les sources à ses contacts au niveau de la DSI et à ses contacts métiers. Mais derrière, c'est bien le client qui doit se charger de l'opération. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Je vois qu'il y avait une autre question qui concernait plutôt le temps d'implémentation de ce type de fonctionnalité dans les systèmes. Alors, ici, Marc et moi pouvons témoigner sur plusieurs horizons.
on est sur des technologies simples, simples dans la mesure où on adresse un service pour répondre à des problématiques bien précises. Donc, en termes de codage, de développement finalement informatique pour aller adresser ces services, on va parler de quelques jours. On ne parle pas de gros projets organisationnels qui nécessitent une remise en cause partielle ou totale au niveau RH. On n'est pas du tout sur ces formats-là. On est en général sur l'intégration assez simple de fonctionnalités donc précises pour répondre à des besoins précis avec des utilisateurs qui savent exactement ce qu'ils souhaitent. Donc les temps d'intégration sont faibles et sont aujourd'hui d'autant diminués que c'est suivant les use cases, donc les cas fonctionnels d'intégration. Par exemple, je veux afficher une carte avec les données trafic. C'est PTV qui va fournir directement aux équipes de développement les messages types à fabriquer pour interroger les X serveurs. Donc PTV fournit la requête type et côté développement, ce qui va rester à la charge du client, c'est de la fabriquer dans le TMS pour respecter le format préconisé par PTV. Le client ne va pas avoir à se débrouiller tout seul pour réaliser un codage de qualité. Il va être en ce sens largement assisté par PTV en quelques heures. On parle ici sur la réalisation, l'analyse du use case fonctionnel et la réponse côté PTV, on est sur quelques heures. Donc on a un temps d'intégration qui est considérablement diminué et faible, ce qui est quand même un sacré avantage pour pouvoir utiliser rapidement ce type de technologie. Oui, pour compléter, oui, c'est bien ça. En fait, il y a vraiment la partie interrogation du service qui, comme ça a été dit, est relativement simple et maintenant relativement standard, on va dire, surtout là en 2020 où on a le fonctionnement comme ça d'interrogation d'API, ça devient quelque chose d'assez standard. Et ensuite, là où ça peut être un peu plus long et un peu plus compliqué, ou en tout cas complexe, c'est de pouvoir, c'est sur le côté de l'application métier du TMS, de savoir exactement quelles sont les informations que l'on veut et comment est-ce qu'on va traiter finalement les données en retour des X serveurs. Alors, merci Marc. Je vois qu'il y a une troisième question qui a été posée, qui est relative finalement, qui est la suite de la première. Dans le cadre d'une utilisation en cloud, est-ce que PTV va prendre un engagement sur des délais de réponse et de la haute disponibilité? Donc, il y a deux questions à l'intérieur. On a et ça c'est essentiel, c'est quels sont les temps de réponse qu'on va attendre et qu'on est en droit d'obtenir face à un use case fonctionnel donné. Et la seconde, c'est bien évidemment, si on passe en cloud, il ne faut pas que les serveurs lâchent, il ne faut pas que les services soient interrompus. Alors, je vais commencer pour la partie haute disponibilité. Tous nos serveurs accessibles en cloud sont redondés, bien évidemment. Donc, on est sur un engagement de service qui va à la 5e décimale de 99,99%. Donc, dans des taux de service tout à fait en conformité avec ce que n'importe quel opérateur cloud va pouvoir fournir, ce qui signifie aucune interruption de service d'un point de vue totalement utilisation pratique. Concernant les délais de réponse, on va avoir ici des différences sur les délais de réponse en fonction des cas, en fonction de la volumétrie bien évidemment, mais aussi en fonction de ce qu'on va demander aux différents moteurs. Sur les moteurs que l'on a vus ici à l'œuvre, donc le PTV Xlocate pour le géocodage, le PTV Xmap pour l'affichage de cartes et le PTV Xroute pour le calcul d'itinéraire, si on est dans un cas où vous êtes utilisateur, vous faites une demande de géocodage à l'unité. Comme c'est l'utilisateur qui a déclenché le flux, il attend après la réponse. Donc dans ces cas-là, les délais de réponse sont critiques. On ne peut pas se permettre d'attendre 10 secondes, 15 secondes derrière l'écran pour une simple demande de géocodage. Donc ici, on va être sur des délais de réponse qui vont être en dizaines de millisecondes environ. Lorsqu'on est en cloud, il faut bien vérifier la qualité du réseau interne, pas la qualité des serveurs PTV. Il faudra quand même qu'on distingue le temps de connexion au cloud, côté client, et le temps de travail de la machine, côté PTV. Donc on fait généralement, surtout pour les grosses volumétries, des tiers de performance pour valider qu'on obtient bien des temps de réponse qui répondent au cas fonctionnel donné.
Mais quand on parle des cas fonctionnels, ça signifie qu'il faut bien cibler les cas fonctionnels. Qu'est-ce qu'on demande au moteur? Comment on l'interroge? Pour quel résultat? Dans quel temps? Donc, pour répondre clairement à la question, on aura la possibilité de s'engager sur des délais de réponse partagés à partir du moment où on se met également d'accord sur le contenu des interrogations. Ce n'est pas la même chose d'avoir un géocodage d'une adresse ou de faire un géocodage de 10 000 adresses. On n'aura pas les mêmes temps de réponse et peut-être qu'en termes de flux, il faudra les organiser différemment. Néanmoins, ça ne remet pas en cause les temps de réponse, soit à l'unité ou sur la masse, simplement, ils seront différents parce que le use case fonctionnel est différent. Voilà, c'était les 3 questions qui nous étaient parvenues. Écoutez, je vois qu'il est 15h56. Marc, je vais vous remercier de nouveau. Merci à vous. Et vos explications. Merci à tous pour votre participation également. Si vous avez d'autres questions, hein, le webinaire est enregistré. On vous fera parvenir, bien entendu, les différents liens pour pouvoir réaccéder à la fois à la présentation, mais également à la session et aux explications qui ont été données. N'hésitez pas également, à notre service marketing est là pour ça, pour les solliciter si vous avez besoin d'approfondir certains sujets qui n'auraient pas été approfondis lors de cette session, de façon à ce que nous puissions répondre à vos attentes dans les meilleurs délais. Parfait. Merci à tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et à bientôt, nous l'espérons. Au revoir. Merci, au revoir.